Vous écoutez Radio Air Libre 87.7. Dans la série Les Maudits, nous aurons ce soir une émission qui sera consacrée à un décadent nommé Des Esseintes, en compagnie de Marc Cloukist, que je vais présenter assez rapidement. Alors, Marc Cloukist est philosophe, professeur. Il travaille dans le domaine du théâtre, il est conseiller littéraire, adaptateur, et il a consacré une bonne partie de sa vie à la mise en scène. Dans ce cadre, il a fondé la compagnie Tartare, et comme metteur en scène, il a produit 1000 voix rauques de Marcel Moreau, qui date de 2003, ainsi que Quoique mon cœur en gronde de Werner Lambercy, qui date de 2005. Il a adapté en outre Les Liaisons dangereuses de Laclos pour le Théâtre des Martyrs, adaptation qui a été présentée en 2006. Alors, je voudrais tout d'abord l'accueillir et le remercier pour sa présence aujourd'hui. Et Marc, je voudrais d'abord te demander dans un premier temps d'expliciter le titre que tu nous proposes, c'est-à-dire Un décadent nommé Des Esseintes. Des Esseintes est le personnage principal, c'est difficile de dire le héros, même on peut difficilement dire l'anti-héros peut-être. Il est au-delà, je pense, de ces notions, d'un roman qui s'appelle À rebours, dont l'auteur s'appelle Joris Carl Huysmans. Et ce roman a fait date, non seulement dans l'histoire de la littérature, mais dans ce qu'on a pu appeler le phénomène de la décadence, qui est un phénomène qu'on retrouve à plusieurs périodes de l'histoire, mais singulièrement, de manière plus ou moins organisée, à la fin du XIXe siècle. Joris Carl Huysmans, ancien disciple d'Émile Zola, rompt avec le maître par ce roman publié en 1884. Donc le roman s'appelle À rebours, et le personnage principal de ce roman s'appelle Des Esseintes. Et c'est un personnage qui va marquer beaucoup les esprits. Par exemple, Oscar Wilde, dans Le portrait de Dorian Gray, raconte comment Dorian est subjugué, perverti, choqué délicieusement par un roman à la couverture jaune que lui donne Lord Henry, son maître à penser, son maître en débauche. Et par les recoupements, on a tout à fait conscience que ce roman qui a marqué Dorian Gray et donc Oscar Wilde et le mouvement esthétique anglais, les décadents de cette époque-là, c'est ce roman d'À rebours et ce personnage emblématique de Des Esseintes. Voilà pourquoi Des Esseintes, pourquoi un décadent. Maintenant, il faudrait peut-être définir peu ce que c'est la décadence. C'est un mot qui fait évidemment référence au départ à la décadence romaine, à la décadence de l'Empire, à la décadence d'une civilisation. Et sans faire tout un cours d'histoire de la littérature ou un cours d'histoire des idées, on peut dire qu'à la fin du XIXe siècle, il y a en France, en Angleterre, en Allemagne, en Autriche, dans la plupart des pays européens, un certain nombre d'artistes, d'écrivains, de penseurs, influencés entre autres par les idées de Schopenhauer, par une vision assez pessimiste de la vie, mais du monde. Des gens qui sont aussi des grands lecteurs de Baudelaire, qui sont marqués par le choc de la technologie, de ce qu'on appelle à l'époque l'industrie. Je fais un peu un anachronisme en appelant ça la technologie, mais s'il y a la grosse industrie, les villes, l'art qui rentre dans une phase de reproduction. On n'est plus uniquement centré sur l'œuvre originale. On est capable de reproduire des œuvres. La photographie, notamment, a montré que c'était possible. C'est donc l'époque aussi où il y a une américanisation de l'Europe, qui est perçue comme telle d'ailleurs par ces auteurs. Et
ils vont, au fond, considérer que nous vivons dans une civilisation comparable à celle de l'Empire romain sur sa fin. C'est-à-dire qu'on attend les barbares, on est complètement pourri de l'intérieur, il n'y a pas d'espoir, et donc on va vivre dans cette atmosphère un peu de fin de règne. En même temps, même s'il y a une complaisance à ce pourrissement généralisé, il y a chez ces décadents une forme d'énergie. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'inventivité. Donc c'est très ambigu toujours. On est à la fois dans la tour d'ivoire, mais en même temps, on regarde ce qui se passe dans les villes et on est très intrigué par ces villes et on est témoin de ce qui se passe. Et c'est particulièrement le cas d'un personnage comme Huysmans qui a une trajectoire pour cela assez particulière et assez emblématique. Voilà, mais justement, pour que nos auditeurs s'y retrouvent un petit peu, est-ce que tu pourrais nous retracer en quelques minutes la trajectoire de Huysmans, justement, qui va le mener de Zola à l'ordre bénédictin? Ouais, c'est effectivement par là qu'il commence et peut-être malheureusement par l'ordre bénédictin qu'il finira. C'est un jeune homme qui naît en 1848. Qui donc naît l'année de la Révolution qui entraîne la naissance de la Deuxième République. Il va traverser le Second Empire. Il va être témoin de la débâcle de la guerre franco-prussienne. Et il rêve d'une littérature qui ne soit pas une littérature romantique, une littérature obsolète pour lui. Il veut une littérature qui soit dans la viande du monde, dans la réalité la plus crue, la plus drue. Et donc, comme tel, il se veut disciple de Flaubert. Son roman fétiche, c'est l'éducation sentimentale. Justement, on met à plat tous les grands mythes romantiques de l'amour absolu et de tout ce qui tourne autour. Donc il y a effectivement le choc de Flaubert, et puis il y a autour de Zola une insurrection littéraire qui est en train de s'élaborer. Et notamment, Huysmans participe à ce qu'on appelle les soirées de Médan. Médan, c'est le lieu où réside Zola. Il invite les jeunes naturalistes à discuter, à débattre de ces nouvelles idées, le roman expérimental, l'engagement de l'écrivain, la nécessité d'aller sur le terrain, de fournir des documents, le fait que la littérature ne doit pas être quelque chose de divertissant pour plaire aux bourgeois, mais quelque chose d'engagé. Et Huysmans, à ce moment-là, qui a une vingtaine d'années, il est très enthousiasmé par ces idées de Zola. Il participe à ces soirées de Médan. Et notamment, on peut encore trouver, ça se trouve en livre de poche d'ailleurs, un livre qui s'appelle « Les soirées de Médan », dans lequel les naturalistes, de manière volontariste et militante, font une sorte de manifeste. Et il s'agit en fait d'une anthologie de textes, de nouvelles, consacrées, c'est déjà provocateur en soi, à la guerre de 1870, à la défaite française. Et en plus, il regarde cette guerre par le petit bout de la lorgnette, par des affaires qui sont tout sauf glorieuses. Parce qu'une défaite, il y avait toute une propagande dans ce sens, une défaite peut être considérée peut-être comme glorieuse. Pas du tout, c'est une défaite lamentable. Zola produit L'attaque du Moulin, c'est une nouvelle qui n'est pas son texte le plus important. Maupassant, Boule de Suif, c'est la grande révélation de Maupassant dans cette anthologie. Il y a d'autres auteurs comme Céard, Hénique, qu'on a un peu oublié depuis lors. Et puis Huysmans produit un texte qui fait son effet, il s'appelle Sac au dos. Et c'est l'histoire d'un engagé qui, en fait, a surtout des problèmes
avec sa santé, il se retrouve d'un dispensaire à l'autre, et c'est une vision complètement démoralisatrice, comme on pouvait dire alors, de la débâcle. Et donc à ce moment-là, Huysmans est tout à fait engagé dans le combat naturaliste. Il va produire un roman qui parle de la prostitution, Marthe, l'histoire d'une fille, l'histoire d'une prostituée. Ensuite, il enclenche sur les sœurs Vathar. C'est l'histoire de comparer de deux ouvrières. Et Huysmans, à ce moment-là, reste dans la tonalité naturaliste, mais on voit déjà qu'il s'intéresse à des problèmes très concrets, ceux de l'alimentation quotidienne, ceux de l'amour avec tout son aspect parfois dérisoire, avec ses désillusions, avec aussi une crudité qui dépasse le projet de Zola, ou pour Zola, évidemment, il ne dépasse pas son projet. Pour Zola, c'est d'une certaine manière une réaction, c'est-à-dire qu'il individualise de plus en plus la problématique naturaliste. Et donc, on a toute une série de romans qui sont très intéressants. Donc, après les Sœurs Vathar, c'est En ménage, À volo, où Huysmans utilise la technique naturaliste, la technique du document, cette introspection non pas dans l'âme des personnages, mais dans la réalité la plus brute, la plus quotidienne des grandes villes. Mais on remarque que de plus en plus, il est un peu lassé par la nécessité de respecter un manifeste, de respecter une sorte de code que Zola impose. Il respecte beaucoup Zola. Il le respectera d'ailleurs jusqu'au bout, même quand il passera dans un camp opposé, adverse. Il y aura toujours quand même une célébration de la qualité humaine de Zola et aussi de son talent littéraire. Ça, il n'est jamais revenu là-dessus. Mais de plus en plus, ce qui l'irrite, c'est que Zola se comporte comme un chef de chapelle et qu'il veut imposer une certaine vision qui repose sur une lecture très matérialiste. Du point de vue de Huysmans, en tout cas, c'est la manière dont il le lit, très rationaliste, très scientiste de la vie. Et Huysmans dit oui, la technique est bonne, c'est-à-dire qu'aller chercher le document, aller se documenter pour effectivement faire une littérature qui ne soit pas une littérature de divertissement, c'est bien. Mais il y a peut-être chez les lecteurs un désir de découvrir une autre dimension. Et c'est là qu'il va, par son roman À rebours, en 1884, prendre ses distances avec Zola, même s'ils ont encore un contact. D'ailleurs, Zola, comme une sorte d'instituteur, le réprimande en disant « Huysmans, c'est pas très bien ce que vous avez fait ». Mais à ce moment-là, il y a quelque chose qui est rompu. Et il va connaître une période tout à fait passionnante au niveau littéraire. Il va produire des ouvrages du plus grand intérêt. Après À rebours, il y aura notamment un roman qui s'appelle En rade, qui raconte l'histoire d'un couple qui essaye d'échapper aux pressions de la ville et qui s'en va à la campagne, mais là, au lieu d'être ébloui par le paysage rural et par les mœurs des paysans qui seraient comme une sorte de régénérescence, il est au contraire confronté à la cupidité des gens, le paysage ne l'inspire absolument pas, enfin bref, c'est une sorte de désillusion, on ne pourra pas s'échapper en partant des villes, en allant à la campagne. Et ensuite, il écrit un roman qui s'appelle donc Là-bas, où il invente un personnage. On y reviendra, je pense, plus tard, parce que c'est quelque chose qui va beaucoup compter dans sa démarche littéraire. Il invente un personnage qui s'appelle Durtal, qui est un peu son double, et il entame une sorte de pérégrination à la fois existentielle et littéraire. Et Là-bas est un roman qui parle donc d'un écrivain qui cherche, et qui cherche un style, qui cherche une façon d'entrevoir le monde,
et qui ne peut plus être satisfait par le naturalisme, mais qui en même temps ne veut pas jeter tous les acquis du naturalisme. Et le personnage de Huysmans, donc, qui s'appelle Durtal, dans ce livre que j'ai cité, là-bas, défend l'idée d'un naturalisme spiritualiste ou d'un surnaturalisme. Et là, il y a une idée tout à fait intéressante. Et on a, après À rebours et En rade, le troisième livre, sans doute parmi les chefs-d'œuvre que Huysmans a produits. Le personnage de Durtal est très intéressé par Gilles de Rais. Il enquête aussi parallèlement sur le satanisme à Paris à la fin du XIXe siècle. Donc il y a toute une enquête qui se fait. On voit d'ailleurs encore la patte naturaliste dans cette démarche. Mais le centre d'intérêt, c'est pas seulement les mœurs et coutumes, c'est pas seulement la vie sociale, c'est quelque chose qui se trouve au-delà dans un domaine que Huysmans appelle justement le domaine spirituel. Mais la technique pour l'aborder reste la technique que Zola lui a enseignée. Et là, on a je dirais, dans ce livre qui s'appelle Là-bas, une sorte de potentialité magnifique. Quand il parle du surnaturalisme, on entend déjà le surréalisme, et Breton ne s'y trompera pas. Il va effectivement considérer Huysmans comme un des grands ancêtres du surréalisme. Sauf que là, il se passe un phénomène... je ne veux pas dire étrange, mais enfin, il se passe un phénomène que l'on note dans la biographie de Huysmans, qui peut nous sembler étrange ou qui peut sembler à certains tout à fait logique, c'est que puisqu'il est tout à fait en recherche d'autre chose, il va trouver cette autre chose dans une conversion à l'Église catholique, et progressivement s'intéresser à la vie des monastères et même devenir oblat de l'ordre de Saint-Benoît. Donc il y a chez Huysmans une trajectoire qui va de Zola au monastère bénédictin, en passant par une phase qu'on qualifie souvent de dandy ou de symboliste ou de décadente, qui va de À rebours à Là-bas, et qui est sans doute sa phase la plus intéressante. Et comme le dit André Breton, nous le quittons En route, qui est le livre où Durtal parle de sa conversion à l'Église catholique. Donc effectivement, les trois derniers romans sont des romans d'adhésion à l'Église catholique. Avant cela, il y a toute une recherche assez passionnante de cet homme qui reste naturaliste et qui en même temps ne veut plus l'être. Alors, avant de reprendre le phénomène d'À rebours, je propose qu'il y ait une petite pause musicale.
Voilà. Après cet intermède musical, dont tu pourrais peut-être nous préciser la source. Oui, mais je vais lire un petit extrait justement d'À rebours. Et s'il y a un petit incident technique, c'est pas un problème, parce que ça correspond tout à fait à l'optique de Huysmans. Oui, il aurait bien aimé ça. Oui, mais je te demandais quelle est la référence. Ah, la référence, vient d'entendre, la source. Ça c'est Anthony Anton Johnson, Hope There is Someone. Merci beaucoup. Voilà. Alors, avant de reprendre le phénomène d'Harbour, je crois qu'effectivement... Tu voulais que je dise la référence? Non, c'était la source. Ah, d'accord. Voilà. Donc, avant de reprendre sur le phénomène d'Harbour, j'aimerais bien justement que tu nous lises un extrait de cette œuvre majeure de Huysmans. Voilà, c'est au moment où Des Esseintes s'installe, il faut quand même un peu placer le contexte, donc il a usé et abusé de toutes les perversions qu'un aristocrate qui s'appelle Jean Florézat des Esseintes, d'une prodigieuse, prestigieuse famille, mais dont il est un exemple de fin de race typique. Et il quitte Paris parce qu'il a tout vécu, il est là. Il est fatigué, et donc il va dans ce qu'il appelle sa thébaïde, son ermitage, à Fontenay-aux-Roses, dans une maison magnifique. Il va créer un univers tout à fait artificiel, un univers à sa mesure, où au fond la vie n'est pas présente. Sinon peut-être la sienne, si on peut considérer qu'il est encore en vie. C'est peut-être l'ombre d'une vie. En tout cas, c'est ce personnage qui va représenter l'esthète décadent par excellence, c'est-à-dire un homme qui, justement dégoûté des grandes villes, dégoûté de ce milieu qu'il a trop fréquenté au niveau de tous les divertissements possibles et imaginables, décide, tel un moine, de se retirer du monde. Sauf qu'au lieu de se vouer à Dieu, à ce moment-là, Huysmans n'est pas encore croyant, Des Esseintes, son personnage qui n'est pas tout à fait son double, qui est un peu en fait inspiré par... le duc de Montesquieu, que Proust a transformé en Charlus dans La Recherche du temps perdu. Donc il y a une même source d'inspiration, mais en même temps, Huysmans quand même a des points communs. Il rêve un peu autour de ce personnage, et donc il en fait le prototype de l'esthète décadent, c'est-à-dire de l'homme qui, revenu de tout, va, d'une certaine manière, créer un univers complètement artificiel, et donc, plutôt que de se suicider, vivre dans une beauté créée par sa propre imagination, mais loin du monde, absolument loin du monde. Et donc ici, on est au début de son installation, et il doit choisir son ameublement. Nous t'écoutons. Il étudia aux bougies toutes ces nuances, en découvrit une qui lui parut ne pas devoir se déséquilibrer et se soustraire aux exigences qui l'attendaient d'elle. Ces préliminaires terminés, il tâcha de ne pas user autant que possible, pour son cabinet au moins, des étoffes et des tapis de l'Orient, devenus, maintenant que les négociants enrichis se les procurent dans les magasins de nouveautés au rabais, si fastidieux et si commun. Il se résolut en fin de compte à faire relier ces murs comme des livres, avec du maroquin à gros grains écrasés, avec de la peau du Cap glacée par de fortes plaques d'acier sous une puissante presse. Les lambris, une fois parés, il fit peindre les baguettes et les hautes plaintes en un indigo foncé, en un indigo laqué, semblable à celui que les carrossiers emploient pour les panneaux des voitures, et le plafond, un peu arrondi, également tendu de maroquin, ouvrit tel qu'un immense œil de bœuf, enchâssé dans sa peau d'orange, un cercle de firmament en soie bleue de roi, au milieu duquel montaient à tire-d'aile des séraphins d'argent, naguère brodés par la confrérie des tisserands de Cologne pour une ancienne chape. Après que la mise en place fut effectuée, le soir, tout cela se concilia, se tempéra, s'assit. Les boiseries
immobilisèrent leur bleu soutenu, et comme échauffés par les oranges qui se maintinrent à leur tour sans s'adultérer, appuyés et en quelque sorte attisés qu'ils furent par le souffle pressant des bleus. En fait de meubles, Des Esseintes n'eut pas de longues recherches à opérer. Le seul luxe de cette pièce devant constituer en des livres et des fleurs rares. Il se borna, se réservant d'orner plus tard de quelques dessins ou de quelques tableaux, les cloisons demeuraient nues, à établir sur la majeure partie de ces murs des rayons et des casiers de bibliothèque en bois d'ébène, à joncher le parquet de peaux de bêtes fauves et de fourrures de renards bleus, à installer près d'une massive table de changeur du XVe siècle de profonds fauteuils à oreillettes et un vieux pupitre de chapelle en fer forgé, un de ces antiques lutrins sur lesquels le diacre plaçait jadis l'antiphonaire et qui supportait maintenant l'un des pesants in-folio du Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis de Ducange. Les croisées dont les vitres craquelées, bleuâtres, parsemées de culs de bouteilles, aux bosses piquetées d'or, interceptaient la vue de la campagne et ne laissaient pénétrer qu'une lumière feinte, se vêtirent à leur tour de rideaux taillés dans de vieilles étoles dont l'or assombri et quasi sauré s'éteignait dans la trame d'un roux presque mort. Enfin, sur la cheminée dont la robe fut elle aussi découpée dans la somptueuse étoffe d'une dalmatique florentine, entre deux ostensoirs en cuivre doré, de style byzantin, provenant de l'ancienne abbaye au bois de Bièvre, un merveilleux canon d'église, aux trois compartiments séparés, ouvragé comme une dentelle, contint sous le verre de son cadre, copié sur un authentique vélin, avec d'admirables lettres de missel et de splendides enluminures, 3 pièces de Baudelaire. À droite et à gauche, les sonnets portant ces titres, La mort des amants, L'ennemi. Au milieu, le poème en prose intitulé Anywhere out of the world, n'importe où, hors du monde. Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est dans ce passage-là, un petit peu plus loin, qu'il est question de cette fameuse tortue dont la carapace est sertie de diamants. C'est un souvenir qui remonte à une lecture qui, chez moi, remonte à une 30aine d'années. Est-ce que je me trompe ou... C'est un des chapitres est consacré effectivement au tapis, le tapis que Des Esseintes trouve décidément trop grossier. Alors pour rehausser sa couleur, il fait venir une tortue. Comme la tortue ne le rehausse pas assez, il va sertir de diamants et de pierreries rares cette tortue qui va en mourir. Et donc il n'a plus que la carapace de la tortue qui l'évacue puisque elle était là pour bouger et créer un peu d'animation dans ce monde de zombies, élégants et esthètes, mais de zombies tout de même. Et effectivement, oui, cette tortue est une des choses les plus, peut-être les plus anecdotiques, mais les plus révélatrices de ce roman. Comme il y a aussi à un moment donné l'orgue à alcool, c'est-à-dire le fait d'avoir un instrument de musique, mais qui distille des alcools différents et qui permet des cocktails variés. Je ne sais pas si Vian, d'ailleurs, c'est inspiré consciemment de ça ou non dans L'écume des jours, mais on a aussi un instrument similaire dans L'écume des jours, c'est-à-dire cet orgue à alcool. Il crée aussi des symphonies de parfums. Enfin, il y a toute une série d'éléments comme ça, caractéristiques, qui montrent... Parce que quand on dit roman, en fait, le côté révolutionnaire qu'on a un peu oublié derrière cette anecdote qui a évidemment été imité par tous les esthètes et tous les décadents, à commencer par un Oscar Wilde dont je parlais tout à l'heure. Mais au niveau littéraire, le côté révolutionnaire, c'est que précisément, Huysmans n'écrit plus un roman. C'est qu'au fond, il est conscient que le roman est un genre qui doit être dépassé. Et au fond, on peut dire que son livre est un recueil d'ameublement. Que d'autres passages sont des passages d'horticulture. Huysmans adore les listes. Il y a des pages, et c'est ce qui rend parfois d'ailleurs ces livres
au premier degré indigeste peut-être, c'est qu'on n'a plus d'histoire. Au fond, à rebours est une non-histoire. C'est un homme qui décide de se retirer du monde et de créer un univers dans lequel il ne se passe rien. Sinon, la contemplation de la beauté la plus choisie, la plus rare qu'il est possible d'imaginer. Oui. Je me souviens aussi, parce que pour l'instant, tu viens de parler en dernier lieu de véritables catalogues, de listes, si je puis dire. Et je me souviens aussi que dans un certain nombre de pages, il cite toute une série d'auteurs du IVe et du Ve siècle, comme ça, style Ozone, Saint-Jérôme, des gens qui vivent donc à cheval sur le IVe et le Ve siècle. Et ce goût justement pour le bas empire, ce que jadis on appelait le bas empire depuis Gibbon et depuis Montesquieu, et alors qu'à l'heure actuelle c'est une expression qu'on n'utilise plus, on parle d'antiquité tardive. On a voulu revenir un petit peu sur cette expression qui était péjorative, et on voit son goût aussi pour ce latin du bas empire et du Moyen-Âge, ne fût-ce que par la présence du dictionnaire de Ducange, de 1688, donc sur les rayons de sa bibliothèque. Est-ce que ce goût pour ces auteurs-là participe vraiment de cette notion de décadence, ou ou bien c'est une analogie trop facile de ma part? Tout à fait. Hein. Il y a dans un autre livre, d'ailleurs, c'est dans là-bas, hein, les queues de siècles se ressemblent. Ce qui est un autre mythe, c'est de croire qu'à la fin des siècles, en tout cas depuis la Renaissance, est toujours marquée par le sceau de la décadence, ce qui évidemment est une hérésie d'un point de vue historique et n'a aucun fondement rationnel. Mais il y avait une sorte de mythologie de la décadence qui repose sur un socle qui est celui de la décadence romaine, évidemment, qui était perçu encore à la fin du XIXe siècle, effectivement, comme une période où s'écroule toute une civilisation. Et c'est là où on voit déjà, et c'est pour ça que c'est pas du tout secondaire, parce qu'il y a déjà cette ambiguïté. À la fois tout s'écroule et tout est pourri, et tout est en train de devenir obsolète, mais en même temps, il y a une littérature faisandée, marquée par des choses étranges, barbares, non académiques, mais qui est bien plus intéressante que la littérature classique. C'est ça qu'il ne faut jamais oublier, c'est que dans l'éloge de la décadence, c'est pas, comme certains le croient, l'éloge de la décrépitude, mais c'est l'analyse d'un monde qui s'écroule, mais qui produit des œuvres qui, justement, par leur côté hybride et complètement opposées au classicisme, sont des œuvres qui portent véritablement une poésie, une beauté extraordinaire. Et donc, des Esseintes, comme Huysmans, jettent à la poubelle Cicéron, Tacite et compagnie, et préfèrent des écrivains qui sont des écrivains soit inconnus, peu connus, ou considérés comme des écrivains secondaires, mais qui ont des particularités qui le touchent. Et il fait le parallèle d'ailleurs dans À rebours avec la littérature du 19e, où il est extrêmement lucide. Il est un des premiers à défendre Mallarmé, bec et ongle. Et donc il considère, et sans parler de Baudelaire évidemment, donc il a cette notion très, très affirmée d'un parallèle entre la décadence romaine et la décadence du XIXe siècle, qui toutes les deux sont en gésine d'une œuvre forte et d'une œuvre inspirée. Je vois que le temps avance, et donc oui. Je voudrais justement, tu as cité Baudelaire il y a une minute, oui. Et justement je voudrais t'entendre un petit peu disserter, nous expliquer ce que l'on entend par correspondance baudelairienne et les rapports donc entre les sensations différentes, ce que l'on appelle donc des synesthésies. Oui, les synesthésies, hein, c'est, pour faire un peu le prof décadent, justement, hein, on va faire l'étymologie grecque, hein, sun avec esthésie, sensation.
c'est le fait de mettre en parallèle des sensations différentes. Le goût et le toucher, l'odorat et la vue. Et Baudelaire est le premier il y a déjà des prémices avant lui, mais c'est le premier qui vraiment, dans son œuvre poétique, théorise, si on peut dire, ce phénomène. C'est-à-dire que je fais des parallèles entre des sensations différentes et je me nourris justement de ce jeu des différences qui se répondent sans cesse. C'est des essaims qui fait des cocktails d'alcool à partir d'un instrument de musique. C'est faire le parallèle entre la musique et les parfums. Mais c'est aussi les voyelles de Rimbaud qui ont des couleurs. Donc tout le symbolisme se nourrit de cette expérience baudelairienne des correspondances qui sont d'ailleurs très critiquables et qui montrent d'ailleurs combien on peut se complaire alors dans une sorte de monde artificiel où on va se complaire dans des sensations dont l'esthète s'amuse à voir en quoi elles peuvent jouer les unes avec les autres. Voilà. Alors tu viens de parler de monde artificiel, mais justement, je rebondis sur le concept d'artificialisme et cette notion de haine de la nature. Est-ce que tu pourrais un petit peu expliciter ce qu'il faut entendre par là et nous donner un exemple concret, tiré de l'œuvre de Huysmans à ce sujet? Mais l'exemple que je vais donner, d'abord, fait référence au texte que je lisais. C'est un poème de Baudelaire tiré d'Edgar Allan Poe, grand maître et de Des Esseintes, de Huysmans et de Baudelaire lui-même, n'importe où hors du monde. Donc le monde est quelque chose de condamnable. Et se révolter contre lui, parce qu'à l'époque, c'est l'autre grande option des intellectuels quand même, c'est de se révolter contre ce monde qui s'américanise, qui s'industrialise, qui s'enlaidit. Là, il y a une sorte de défaitisme qui est de dire non, c'est pas possible. Je me souviens d'un écrivain d'ailleurs, Kenneth White pour le citer, qui disait au moment où Baudelaire écrit les fleurs du mal, il y a Walt Whitman aux États-Unis qui écrit Feuilles d'herbe. Et d'ailleurs, c'est une des grandes énigmes. Toute mon adolescence, ma jeunesse et encore aujourd'hui, ma passion me porte plutôt vers cet élan-là. Il se fait que paradoxalement, j'ai aussi été attiré par ces décadents qui pourtant me semblaient effectivement complètement décalés par rapport au mouvement même de l'histoire et du temps. Mais je reviens justement sur l'artificialisme. Il y a cette atmosphère esthétique d'artistes qui disent « nous allons quitter le monde, tous, sauf ce monde-là, et donc nous allons recréer artificiellement un monde à notre mesure ». Et donc cette création artificielle fait aussi que l'on va détester tout ce qui a trait à la nature. J'ai parlé d'un roman de Huysmans qui s'appelle En rade, où le personnage principal et sa compagne quittent Paris en espérant trouver une sorte de régénérescence à la campagne. Et c'est la désillusion totale. Huysmans, ce n'est pas un écologiste. Il ne croit pas qu'on va trouver le bonheur par la nature. Ça, certainement pas. Non, il n'y a que l'artificiel. Et à un point démesuré, dont Des Esseintes est un personnage caractéristique. C'est-à-dire qu'on va quitter la nature, mais non seulement on va quitter la nature, mais on va même dire que la nature n'existe pas. Quand les humains parlent de nature, c'est une vue de l'esprit. Tout ce qui est humain est par définition universel. Huysmans, qui n'est pas du tout philosophe et qui déteste les problématiques marquées par tout ce qui est réflexion rationnelle, mais d'une certaine manière lance une idée que va reprendre par exemple Clément Rosset. Clément Rosset, quand il écrit l'antinature, au XXe siècle, un philosophe intéressant, un philosophe matérialiste du XXe siècle, et qui d'ailleurs cite Des Esseintes et Huysmans dans ses livres, en disant justement que malgré tout, chez eux, il y a quand même la nostalgie, comme chez Baudelaire. Ils disent qu'ils n'aiment pas la nature, mais en même temps, ils en ont la nostalgie. Mais la nature qu'on leur propose, c'est pas la nature idéale, etc. Donc Rosset est très, très rigoureux et très critique par rapport à cette démarche, mais en même temps, il montre bien qu'avec Baudelaire, puis avec Huysmans, et notamment dans À rebours, il y a le refus
d'un idéalisme naturaliste. Pas au sens du naturalisme, mouvement esthétique de Zola, au sens de la nature elle-même. C'est-à-dire que la nature en tant qu'idéal, c'est une lubie. L'homme, par définition, ne peut qu'avoir un rapport artificiel au monde. Alors plutôt que de se leurrer, plus que de croire que la nature existe et peut nous sauver, autant aller jusqu'au bout et donc non seulement aimer l'artificiel, mais être artificialiste, c'est-à-dire aller dans une création globale et absolue d'un monde où tout est artificiel. Merci beaucoup. Alors, finalement, le projet, je dirais, de vie de Des Esseintes se conclut sur un échec, puisqu'il doit revenir à Paris, et que donc, manifestement, cette tentation de la solitude n'apparaît pas comme possible, et la Tour d'Ivoire est finalement quelque chose dans laquelle on ne peut s'enfermer. Oui, d'abord il est complètement névrosé, hein, et comme dans beaucoup de livres de Huysmans, il y a l'intervention du médecin, notamment ici à un moment donné, il fait appel au médecin qui arrive et qui lui prescrit un retour à Paris, parce qu'il ne peut pas tenir, hein, il connaît justement cette incapacité de la solitude. Dans les monastères, on appelle ça aussi l'acédie, hein, c'est l'ennui absolu. Il y a ça chez Des Esseintes. En plus, c'est quelqu'un qui a un corps complètement délabré, et puis qui a une sorte de... Il y a le retour du refoulé, qui ne dit évidemment pas son nom à l'époque, hein, c'est le moment, d'ailleurs c'est intéressant, c'est le moment où Freud va commencer à élaborer ses théories, et dans les romans d'Huysmans, on voit l'apparition de rêves, l'analyse des fantasmes, et notamment, dans Un rebours, il y a un rêve, un cauchemar, où la syphilis, personnage important dans la littérature pas seulement dans la littérature malheureusement, mais aussi dans la littérature du XIXe siècle, la syphilis apparaît à Des Esseintes dans un rêve, et c'est quelque chose d'absolument monstrueux. Il est complètement épuisé par ce rêve. Le peu d'énergie qu'il a encore en lui est complètement lessivé, et donc ça va être une des causes effectivement de son épuisement physique et mental, et donc de son indispensable retour à Paris. Donc il ne pourra pas vivre en ermite, il devra revenir parmi les hommes, parmi la ville, et supporter son sort. Maintenant, je propose de passer à une autre œuvre fondamentale de Huysmans, c'est Là-bas. Là-bas qu'on peut considérer comme la tentation démoniaque. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire dans quelle mesure le personnage de Durtal apparaît comme véritablement le double de Huysmans? Il apparaît comme le double de Huysmans parce que il en a toutes les caractéristiques. C'est un écrivain célibataire, c'est un des grands thèmes de la littérature du XIXe, et dont Huysmans est un des représentants les plus éminents. C'est l'écrivain qui ne peut pas se marier, en même temps qui supporte difficilement la solitude, et qui est obligé de s'en sortir dans une vie où vivre seul est impossible et vivre à deux est impossible également. Oui. Et donc Durtal est quelqu'un qui est le double de Huysmans par son projet esthétique, par son ambition littéraire, par sa manière de vivre, par ses fréquentations. Donc on ne peut pas lire Durtal comme quelqu'un qui serait simplement le nom dans un texte un autre nom dans un texte autobiographique. Il y a vraiment un double, avec chaque fois des petits changements entre Huysmans et Durtal. Par exemple, Huysmans, pour vivre, était fonctionnaire. Hein, donc il ne vivait pas de sa plume, comme on dit, alors que Durtal est un petit rentier qui peut donc faire ses recherches à son aise. Ça permet évidemment une liberté de création beaucoup plus grande. Hein. Mais voilà, il y a quelques différences, mais en même temps, les parallèles sont très marqués, et on peut effectivement voir dans les 4 romans qui composent l'itinéraire de Durtal, on peut voir effectivement les
l'itinéraire de Huysmans, avec quelques petits changements, mais sans grande distorsion. Et c'est notamment là qu'on va voir le passage du naturalisme au naturalisme spiritualiste, et puis on va véritablement rentrer dans la conversion, et de la conversion, la recherche sur la symbolique chrétienne dans la cathédrale, et puis l'oblature, c'est-à-dire le fait que Huysmans, comme Durtal, deviennent des moines du troisième ordre liés aux bénédictins. Et donc tout ça se retrouve dans le roman de Durtal, qui ne porte pas originellement ce titre-là, mais qui a été publié il y a quelques années sous ce titre, et qui comprend les 4 romans qui marquent l'itinéraire final de Huysmans. Donc il y a vraiment un parallèle, mais on peut dire que la plupart des héros, encore une fois le terme héros est à mettre entre guillemets, parce qu'ils sont souvent assez lamentables et assez velléitaires, mais les personnages principaux des romans et des nouvelles de Huysmans sont souvent des doubles de lui-même, depuis l'origine. Il y a toujours, même dans Marthe et dans Les Sœurs Vathar, dans l'œuvre naturaliste, il y a souvent des doubles de Huysmans à travers d'autres personnages qui sont des écrivains, des artistes, des gens qui vivent à la fois dans le monde et en marge du monde. C'est toujours le problème de Huysmans, c'est qu'il est dans le monde et en même temps il est ailleurs. Et comment concilier les deux? Il y a la tentative naturaliste, il y a la tentative décadente, il y a la tentative satanique avec Là-bas, le roman de Là-bas, la fascination malgré tout pour Gilles de Ré, une fascination ambiguë mais tout de même, et puis il y a la conversion au catholicisme et la vie monastique. Alors, en conclusion, puisque nous arrivons tout doucement à la fin de cet entretien, est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle était une postérité peut-être étonnante chez Huysmans, je fais référence en particulier à André Breton? Oui, il y a une filiation qui est pas la seule, parce qu'il a aussi toute une filiation évidemment liée à sa conversion. Il y a une filiation qui là est beaucoup plus, je dirais, traditionnaliste, qui justement montre Huysmans comme une sorte de fils prodigue qui reviendrait dans la bonne voie. Par contre, des analystes comme André Breton ont vu dans l'œuvre de Huysmans tout son ferment de révolte et d'insoumission. Comme il le dit, jusqu'à En route, où là nous le quittons. Mais avant ce livre-là, Huysmans, par son refus de faire des compromis romanesques, y compris au sein du naturalisme, c'est-à-dire qu'il a bien compris que Zola, lui-même, malgré tout son talent et ses qualités indéniables, finalement reproduisait le roman bourgeois traditionnel, et donc d'une certaine manière le roman comme divertissement, où on raconte des histoires qui sont des fictions qui d'une certaine manière ne nous intéressent pas, parce qu'elles ne nous parlent pas de la vie dans ce qu'elle a de plus dense. Et pour Breton, le refus de Huysmans de donner du crédit justement à ce vieux monde, le fait que Huysmans soit un écrivain qui refuse ce compromis et qui, par notamment l'humour noir, et Breton l'a mis dans son anthologie de l'humour noir, rejette toutes les facilités que l'art, que la littérature pourrait nous donner, et nous dit que la voie est à chercher ailleurs. Bien Breton s'est revendiqué jusqu'au bout de Huysmans, sauf évidemment au niveau de la conversion. La conversion de Huysmans, pour lui, était une voie de garage. Alors voilà, bon, c'est sa destinée, c'est son itinéraire. Je pense qu'elle appartient à sa liberté d'aller dans ce sens-là. Mais pour Breton, ce qui importait, c'était justement tout ce qui précédait cette conversion et qui allait vers un refus de la médiocrité du monde. Malheureusement, je dirais pour Huysmans, il n'a pu trouver dans le monastère que l'accomplissement de ce refus. Alors que pour Breton, évidemment, il se trouvait dans l'action révolutionnaire et notamment dans tout ce que les manifestes du surréalisme ont pu défendre par ailleurs. Une petite pause musicale.
Alors, je voudrais remercier à la fin de cette émission Marc Kloukist pour nous avoir éclairé sur cette œuvre connue, mais qui fut connue, mais qui reste encore méconnue d'un très large public à l'heure actuelle, celle de Carl Joris Huysmans. Et je voudrais terminer comme d'habitude mon émission de la manière donc tout à fait accoutumée. Le monde est plongé dans les ténèbres. Dans la ville, les chats noirs hantent la nuit. Même dans les ténèbres, dit-on, la lumière